Bonjour Marc. Bonjour Marc, Bonjour. enchantée. Alors nous avons le plaisir de te recevoir car tu es un artiste qui est plutôt rare dans la mesure où tu n'es pas souvent présenté, et rare aussi parce que ton travail est plutôt subtil et il n'est pas anodin. Alors est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a conduit justement à l'expression picturale? Je crois que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint dans la vie. J'avais été repéré tout de suite à l'école maternelle. Et comme ma mère était coiffeuse, que les institutrices venaient se recoiffer chez ma mère, ça a créé du lien. Et on m'a inscrit à 6 ans dans une école d'art. Ma mère disait toujours, si ça ne réussit pas à l'école, ça lui fera toujours un second métier. C'est bien ça. Elle ne pensait pas si bien dire. Elle était encourageante. Ouais, j'ai un frère qui est devenu architecte d'intérieur, qui s'intéresse aussi à l'art. Et puis, donc, j'ai été inscrit dans une école d'art à partir de l'âge de 6 ans. J'y allais régulièrement et je ratais un petit peu le jeudi après-midi Jo et les abeilles ou Rintintin pour les arts. Ça me gênait un peu. Et puis j'ai fait un bac d'économie et j'ai commencé par des études de droit. Beaucoup de peintres ont fait du droit. Ouais. Ouais. C'est marrant ça. D'ailleurs, le droit et la peinture, une longue histoire. Non, mais Matisse, Manet ont fait du droit. Cézanne. Qui a failli être banquier d'ailleurs. Ouais. Qui encore Gromer a fait du droit. Et on peut aussi penser aux mécènes des artistes qui étaient des juristes également ou des notaires. Bref, à un moment, j'ai eu ma première année de licence et puis j'ai eu une crise terrible. J'ai arrêté le droit. Et après 4 ans de droit, j'ai recommencé à zéro. Dans ma famille, on était inquiets. On voulait que je sois un avocat et non pas un artiste. Et donc, j'ai fait 4 ans à la fac à l'école d'art. Donc, j'ai passé la licence, j'étais admissible au CAPES, je ne l'ai pas eu. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Je voulais rencontrer des vrais artistes et entrer en contact avec des gens qui n'étaient pas à la fac, mais tout le temps dans l'art. Et donc, j'ai présenté un dossier, je suis rentré directement en 3e année aux Arts Déco. Oh, super. Et puis, voilà, j'ai eu la même année le CAPES, le diplôme des Arts Déco, section peinture, grand format, fresque, murale. Et puis j'ai eu aussi le prix de dessin des Arts Déco, c'était en 85. D'accord. Et puis je suis enseignant, je fais pas d'heures sup et même je suis à temps partiel pour avoir aussi du temps libre pour peindre, quoi. Alors, dans ton travail de peintre, quels sont les artistes qui t'ont influencé? Matisse. Ouais, ça se sent. Matisse, le bonheur de peindre. Et puis le personnage, il me rassurait. J'ai eu la chance parce que je l'ai rencontré dans la rue, on a sympathisé. J'ai rencontré et j'ai fréquenté pendant de nombreuses années Édouard Pignon. Le peintre des coqs. Oui, et des nus sur la plage. Aux Arts Déco, j'ai pu croiser Boris Latitsky, Robert Lapoujade, mon directeur de mémoire, c'était Jean-Louis Ferrier. J'ai croisé, c'était intéressant de le rencontrer, Pierre Cabane, et j'ai eu la chance aussi d'approcher Pierre Alechinsky. D'accord. Pierre Alechinsky, qui d'ailleurs a une œuvre gravée et peinte tout aussi conséquente. Oui, et j'ai eu la chance d'aller le voir quand il était professeur aux Beaux-Arts de Paris, parce que mon professeur de gravure des Arts Déco était son assistant aux Beaux-Arts de Paris, Jean Clerté. Voilà. Et puis après, je suis rentré à la Galerie Storm pendant 15-20 ans. Mais comme je fais bien mon boulot de prof et que je travaille beaucoup, il me manque dans ma journée de 24 heures, il manque 8 heures pour passer mon temps à démarcher. Ah oui, ouais. D'accord. Et je pense toujours à une phrase de
je sais plus, c'est Arthur Miller ou Henri Miller, Mort d'un commis voyageur. C'est qui lui? C'est lequel des Miller? Il me semble que c'est Henri. Henri. Et dans Mort d'un commis voyageur, j'adore cette phrase: une tache de gras sur ma veste et le monde s'écroule. Quand vous allez avec votre petit bouc chez le marchand, c'est terrible. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait beaucoup, et que de ce côté-là, il y a un manque. Mais on peut parler également d'une forme de pudeur, mais une pudeur qui n'est qu'apparente, car quand on voit ton travail, notamment les séries que tu as pu entreprendre depuis ces dernières années, c'est tout sauf de la pudeur, c'est même très impudique parfois. Est-ce que tu peux nous parler des nus? Oui, je peux parler des nus, c'est... on va me dire, quel ringard, il ose encore faire des nus, mais non, cette nudité qu'on peut voir sur la plage, qui est dans la société, je regrette, elle n'existait pas du temps de Cézanne. Cézanne, il aurait vu ça, il serait devenu fou. C'est peut-être des corps que j'aimerais posséder, qui me retiennent mon attention. Je remplis beaucoup de carnets. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'en faire plein. Plein et en même temps. Et donc, sur une image fixe, quand il y a un nu, j'ai l'impression que je tourne en rond et que je m'ennuie. Et j'ai besoin d'en mettre plusieurs en même temps. Et il y a une part graphique où je suis comme un boxeur qui se bat avec le papier, qui décharge et ses pulsions et sa tension intérieure. Et tu m'as un peu réveillé quand tu m'as dit, au fond, tu es un performeur. Ouh là là, le soir, ça trottait encore dans ma tête. Ouais, un performeur. Alors que je ne m'intéresse pas tellement, ils me font un peu peur, les performeurs. Les artistes allemands, viennois, tout ça. J'ai peur. Mais en même temps, ce besoin de construire des nus et d'abattre toutes ces peintures, de les comptabiliser, comme si j'étais un bûcheron. Et en même temps, de se perdre dans le dessin. J'aime bien me perdre et après de retrouver mes lignes et de retrouver des nus dans tout le fouillis. Alors, tu partages ce trait de caractère avec un artiste que l'on connaît bien, à savoir Jean-Dominique Ingres, et notamment le peintre turc et la grande odalisque. Est-ce que finalement, pour toi, l'histoire de la peinture est nécessaire pour un peintre aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut s'en passer? Mais j'arrive pas à m'en passer. J'ai eu besoin de nourrir de tous ces gens. Quand tu l'as dit, Delacroix, Cézanne, Matisse, Pignon, et après de passer à autre chose si possible. Mais je vois qu'il y a une génération, comme il y a une génération d'acheteurs, ils n'ont pas cette culture. Ils ont fait une coupure et ils reprennent l'art à partir des années 80. Mais en même temps, c'est des vieux jeunes, parce qu'ils ont un côté arrière-petit-neveu de Marcel Duchamp et petit-fils de Bertrand Lavieille. Je les trouve des fois fatigants. Tu veux dire qu'en fait c'est un peu court? Oui, c'est un peu court, ils cherchent des trucs. Alors des fois ils trouvent des trucs, si tu veux, les jeunes créateurs, ils prennent un objet, et puis ils te le martèlent, ils ont fait un détournement qui est des fois assez intéressant, mais après ils en font une série... Et ils sont sortis du ventre de leur mère avec l'ordinateur. Seulement, je pense que le marché français, vu l'article que j'ai eu dans Le Monde, n'est déjà pas assez puissant pour tout ce monde qui arrive. Alors, ils font des petits trucs. Ça marche un temps. Ils ont des galeries qui marchent un temps. Ça dure 4-5 ans. Il y en a plein comme ça, la Fiat. La Fiakoff, au Doc Flottant, ils sont tous là. Là, toi, en tant qu'artiste, tu te considères comme l'héritier de toute une lignée de peintres, mais aussi, dans ta pratique, tu réactualises finalement un procédé qui n'est pas forcément lié à une technique ancienne, mais à une technique spontanée, une technique rapide que tu assumes. Oui, parce que c'est une lutte contre la mort, quoi. Si j'ai fait un dessin, ça vaut le coup de... Aujourd'hui, j'ai vécu.
j'ai produit quelque chose, j'ai produit un dessin, et ma semaine, je la regarde, et je dis, t'as fait ça. Alors des fois, je ne me demande pas si c'est beau, si c'est bien, j'ai besoin de le faire. Ouais. C'est vraiment, Oui, ça vient du ventre, ça des te- tripes, ça... ouais. C'est vital. Ça te raccroche Oui. à ton univers, quoi. Ouais. Vraiment. Il y a le peintre Ta qui... forme ouais. d'expression qui t'appartient à toi. Tu te retrouves, quoi. Ouais. Quand tu- Des fois, je ne vais pas toujours bien, mais alors quand je peins pas, je vais encore moins bien. Ouais. Tous ces peintres sont reliés par la notion de figuration. Mhm. Et donc, toi, tu n'exclus pas la figure de ta peinture, mais au contraire, tu la revendiques. Ouais. J'ai besoin, sinon je me perds. Je ne sais pas où je vais. Cela dit, il y a des grands abstraits que j'aime beaucoup. Olivier Debray, le fait qu'il travaille sur d'immenses formats avec un balai, la posture, là, elle m'impressionne. Hein. Et aussi quelqu'un, on n'a pas parlé, on ne parlait pas, mais cette façon d'utiliser la gouache, j'utilise beaucoup l'acrylique, c'est Bram van Velde. D'accord. Il a fait aussi une grande exposition à Beaubourg. Et c'est fait de revenir à la fin sur les mêmes signes. Ça m'interpelle. Et tu vois, je travaille avec une bassine et je plonge mes pinceaux et l'eau est sale souvent. Ouais. Je dois la changer souvent. Et il y a une phrase de Rembrandt que j'avais retenue. J'aimerais bien peindre avec de la boue, tu sais, de la couleur. Ouais. C'est vrai que Rembrandt, Matière. on peut l'identifier avec cette couleur terreuse qui le caractérise parfois dans Ouais. Et la lumière. la lumière. Alors moi, ce que j'aime bien dans ton travail, Marc, c'est que tout à l'heure, tu parlais de la FIAC, qui montre quand même plutôt des tendances de l'art, je trouve. On dirait que les artistes, c'est vrai, qui exposent dans ces lieux conventionnels, répondent plus à des demandes, en fait. Il y a des tendances pour avoir une chance de vendre, voilà, et faire partie du marché, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es hors tendance, et en fait, tu t'en fous. Tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Et tu cherches pas à plaire à qui que ce soit, finalement, c'est vraiment ton mode d'expression, quoi. Et moi, je trouve ça assez bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se compromettent et qui perdent l'essence humaine, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve qu'on manque d'humanité en ce moment dans l'art, en gros, qu'on voit dans toutes ces Manifestations. expositions, Il y manifestations. a beaucoup de noirs et beaucoup de têtes de mort. Ouais, oui, j'arrive La à couleur- parler de mort après, mais je veux Vanité. dire, c'est que finalement tout se ressemble plus ou moins dans ces espèces d'expositions et que ça manque d'humanité, vraiment de ce qui sort du cœur de l'artiste et de la passion, quoi. J'aime bien regarder la peinture et j'aime bien regarder les gens qui regardent la peinture. Ouais. Et j'ai surpris plusieurs fois à une sortie de cinéma Boltanski. Il regarde beaucoup les gens, lui. Les gens qui regardent. Ah ouais. Cela dit, je suis complètement différent de Boltanski, mais c'est un fort quand même. Hein. Ouais. C'est un fort. Ouais. J'ai vu son truc à la fondation Vuitton, c'est toutes des images, succession d'images, tout d'un coup, tu appuies sur un bouton, pof, on tombe sur une image fixe au hasard. Et c'est... il y a la multitude d'images, et des fois, je ne sais plus comment faire, parce que j'en montre trop, j'en fais trop, je dis... Il y en a qui ils font un travail de décantation. Moi, peut-être qu'après, je vais décanter, hein, mais pour l'instant, je suis plus dans la multitude, et je n'ai pas dit que j'avais raison. Oui, mais Je fais mon footing. Ouais. Alors souvent, en fait, on a tendance à opposer d'une manière artificielle les artistes apolliniens et les artistes dionysiaques. Vu la prolifération de formes, de corps et de couleurs, on pourrait penser que tu es dionysiaque. Est-ce que c'est vrai ? Oui, il y en a un qu'on n'a pas du tout parlé, aussi, pareil que Matisse et Picasso. Ouais. Oui, il travaille tous les jours, tout le temps, puis transforme tout en art. Oui, un côté dionysiaque, j'ai pas le côté austère, j'ai pas ce côté austère, il y a des peintres qui ils travaillent dans le vide, pour le vide. Mais ils savent jouer avec ça, hein, présence, absence. Des fois, ils me fascinent parce qu'ils retiennent des choses essentielles. Et ben moi, j'arrive pas, j'ai besoin de la multitude. Et des pulsions, et des désirs, et regarder des corps, de posséder, de capter.
La peinture, c'est une façon de capter, de posséder. Est-ce qu'une exposition, c'est une façon de créer une rupture avec une série pour en commencer une autre, par exemple? Oui. Est-ce que c'est des temps nécessaires pour toi ou est-ce que tu peux t'en passer? Je fais pas assez d'expos parce que je remarque que j'ai montré que 10% de mon travail. Ah ouais. Et j'ai fait des expos, mais il y a des trucs que je n'ai jamais montrés. Il n'y a pas que les nus. À un moment, j'ai voulu faire un pied de nez et j'ai voulu travailler sur les images des autres, d'où la série des images de guerre. Alors justement, nous abordons la thématique des séries chez toi, Marc. Ouais. La guerre. Ouais. Pourquoi la guerre? Un défi personnel et en même temps, depuis l'invention de la photo, depuis l'invention de la vidéo, des images numériques, est-ce qu'un peintre peut encore dire quelque chose? Et pourquoi opposer les deux? Finalement, il y a des images que je trouvais très belles, généralement dans Le Monde, quelques-unes dans Le Figaro, c'est pas ma lecture préférée quand même, mais bon, dans Le Monde, j'ai pris mon appareil numérique et j'ai recadré ces images et je les ai recadrées aux dimensions de tableau. Et j'ai dit, ces images me plaisent, mais il manque la matière. Ouais. Et j'ai fait, pour l'instant, je l'ai montré un peu une fois au vrac à la chapelle d'Armentières. J'aimerais montrer dans des musées, une ou deux ou moins. C'est pas facile. Ça, c'est le problème de l'artiste qui se présente tout seul, il n'est pas crédible. Si tu es présenté par un journaliste, par un critique, ça marche beaucoup mieux. Donc là, on est confronté à une posture qui est la tienne. Cette posture, c'est celle d'un indépendant que tu revendiques cette indépendance, de toute manière. C'est une liberté. Bah oui, je suis pas à la mode. Et cette liberté, tu l'achètes durement, puisqu'en fait, il faut que tu consacres des heures de travail pour justement pouvoir disposer de cette liberté. Et donc, tu ne fais pas de compromis dans ta peinture. Et ces compromis, parfois, sont nécessaires pour exposer. Mais est-ce que l'on peut aussi penser que d'autres artistes dans ta situation pourraient s'associer avec toi pour éventuellement faire exposition commune ou collective? Bah oui, mais tu sais, les artistes, c'est des gens très individualistes. Et en ce moment, c'est chacun pour soi. Plus que d'habitude. Alors que lorsqu'on étudie les mouvements de peinture, il y avait des écoles, il y avait des groupes. Ouais. On a l'impression que Support Surface, ça a été le dernier groupe. Ça a été un accident, du moins en France, toute la nouvelle figuration libre. C'est la France qui a répondu, à mon avis, aux Américains, aux Italiens, de la trans-avant-garde, en disant, c'est quoi? C'est le critique Bernard Lamarche Bernard Lamarche-Vadel. Ouais. Oui. Comment ça s'explique alors, ça qu'il n'y ait plus de mouvement aussi moi je m'étais posé la question aussi quand j'étais étudiante, il y a quelques années. Déjà à l'époque il n'y avait plus de mouvement d'artistes comme ça qui se regroupaient vraiment pour et puis établir une espèce de charte aussi, le point de vue sur le monde. Ouais, point de vue sur. Puis même dans la démarche artistique, quoi. De démarche. Ils écrivaient des manifestes. Des manifestes, merci Christophe, oui, voilà. Des écrits. Des manifestes, quoi. Et puis pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose que j'ai. J'ai vraiment l'impression que c'est maintenant le marché qui détermine des groupes comme ça. Alors il y a des tendances aussi. Il y avait des graffeurs là aussi, un moment, une période, mais bon. C'est de l'art de la rue aussi. Je crois que pour rejoindre ce que disait Marc, c'est que nous avons connu plusieurs évolutions historiques, que ce soit en fait l'art comme attitude, avec Harald Zeman qui en Suisse avait organisé ces expositions d'art minimal et de performance, ou comme Pierre Estany avec les nouveaux réalistes en France, ou encore
John Cage avec justement le Black Mountain College. Mhm. Donc en fait, autant de lieux, autant de figures historiques qui ont petit à petit amené le marché de l'art à muter vers le libéralisme et le capitalisme, même si au départ, il n'était pas question de cela. Et donc en fait, aujourd'hui, nous sommes sur un marché, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives que le marché? Et je pense que Marc, tu as des réponses. Je ne sais pas si j'ai des réponses. Moi, j'aimerais bien en vendre quelques-unes plus. J'en vends un peu, mais j'aimerais en vendre plus quand même. Le fait de vendre une pièce, Ouais. le fait de vendre un dessin ou une peinture, Ouais. qu'est-ce que ça signifie pour toi, hormis le fait de la vendre? Une certaine reconnaissance. Et puis, je ne suis pas tout seul dans mon coin, quoi. Il y a des gens qui... T'as une réponse, quoi, quelque part. Ouais, il y a des gens que... C'est un langage, l'art. Alors, si on parle tout seul pendant 30 ans, c'est fatigant, quoi. Ouais, bah oui, t'aimes bien aussi qu'il y ait du répondant, Ouais. que ça parle à quelqu'un d'autre. Connaissance, reconnaissance. Une phrase que Balzac prêtait à Fraunhofer Ouais. sur son travail de peintre, c'était qu'il y avait une femme là-dessous. Et Lacan n'est pas le dernier, justement, à penser que sous les actes des hommes, il y a toujours une question de femme. Et toi, en fait, la place de la femme dans ton travail est-elle déterminante? Bah oui. Oui. Oui, c'est... j'allais dire la base de tout. Dans les courbes, le signe de la femme, tu vois très peu d'hommes. Mais je n'ai pas besoin de représenter des corps d'hommes comme le peintre Luis Cabarello ou Giorda. Non, je suis souvent dans les courbes féminines et la plénitude que j'aimerais posséder et que je retiens aussi des choses. Je vois un côté courbe. À un moment, je faisais beaucoup de nus dans les jardins parce que les courbes des feuilles et de la nature, je les retrouvais dans les fesses, dans les seins et tout ça. Dans les hanches et tout. Il y a peut-être mon désir d'homme dans toute cette peinture. Moi, je pensais souvent, on en avait parlé tous les deux de Edgar Degas. Quand je disais Degas, c'est le peintre de la croupe. C'est-à-dire que quand on voit tous ces myotubes ou ces femmes qui vont dans une baignoire, qui en sortent, Degas, il a envie d'aimer, hein, pour être pudique. Alors dans la faune et dans la flore, souvent quand il s'agit de parades amoureuses où les éléments se recouvrent de couleurs, et est-ce que cette couleur en fait a également une vocation érotique dans ton travail? Érotique, oui, sans doute. Sans doute. Il y a les roses, les oranges, les mauves en ce moment, oui. Oui. Bon, quoique j'ai fait des nus ocre, marron, mais j'ai besoin d'être dans le rose et le orange. Oui. Donc la carnation telle qu'on peut, comment dire, la penser, la rêver, aussi proche de la réalité, toi tu n'en es pas là, tu es vraiment sur des nus bleus par exemple. Ah, aussi des nus bleus. Et ça c'est nouveau. Si tu veux, maintenant je décolle un peu de la couleur chair. Mais je reste toujours dans ce projet le dessin a beaucoup d'importance pour moi. C'est la charpente de mon travail de peintre. Et je cherche, tu vois bien, vous le voyez bien, à faire des courbes, des lignes, quitte à m'y perdre. Donc, et après, la couleur, elle vient après. Entre Rubens et Poussin, tu choisis Poussin. J'aimerais les deux. J'aimerais les deux. Oui, parce que c'est vrai que cette querelle a... J'aime bien la chair aussi de Rubens, c'est les trois grâces. Trois grâces ou trois grâces, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est un jeu de mots. Désolé. Mais justement, donc, pour revenir à ce sujet, alors c'est pareil, ce que j'aime bien aussi dans ta peinture, Marc, c'est que ces femmes sont voluptueuses. Elles ont des formes,
elles sont pas, elles sont vraiment à l'encontre aussi, encore une fois, des modèles féminins qu'on nous impose en ce moment, des modèles de mode qui sont rectilignes, sans forme finalement. Les femmes minces ne m'intéressent pas. Oui. Dans la vie de tous les jours aussi, c'est pareil. Ouais. Hein. Quand je fais une terrasse de café ou dans ma vie personnelle, donc c'est ta j'aime liberté. les femmes assez. C'est mon fantasme. Ouais, ton fantasme, ta liberté. J'aime les femmes charnelles, rondes, les femmes minces comme les mannequins nourris au yaourt à la feuille de laitue, c'est pas mon truc. Donc après, tu penses bien que les personnes n'ont pas partagé ton point de vue, puisqu'on est sur une norme imposée. J'y pense pas, ça. Et donc, du coup, tu es complètement indépendant. Oui, mais j'y pense pas à ce que les autres vont dire. Après, oui. Mais quand je le fais, tu vois bien, j'en fais plein en même temps sur mes murs, et je suis avec ma table à roulettes, et puis c'est un combat que je mène, et puis tiens, si je travaille sur une en même temps, je vais tout foutre en l'air. Puis en même temps, comme tu travailles sur plusieurs... qu'on voit le souffle du peintre. En même temps, c'est ça, il y a aussi l'investissement du corps. Parce que tu Oui. te déplaces, tu bouges ta table, c'est physique aussi. Et puis c'est des grands formats, du coup. J'ai des grands formats de la immergé plus grande. dans tes peintures. Ouais. Alors, si moi, je t'offrais la possibilité de faire une fresque sur un mur de 10 mètres sur 5, Ouais. voire 10 mètres sur 15, soyons fous, Ouais. quel serait le motif ou la série qui serait ton point de départ pour cette fresque, aujourd'hui? Bon, en ce moment, mes derniers travaux, c'est les corps. Donc, ça serait les corps, les plages, la recherche d'un paradis perdu. J'ai d'autres périodes. Hein. L'année dernière, je travaillais plutôt sur les peintres, les derniers des Mohicans. Je travaillais sur les peintres avec des grands chapeaux et des grandes barbes. Tout ce qu'on n'aime pas. L'archétype du peintre. Oui, le grand chapeau avait Cézanne, avait Pissarro qui a grande barbe. Et c'est comme ça. Alors, c'est curieux, mais depuis tout à l'heure, moi je pense à Diego Ribera. Ah, j'ai le Panson. Et en l'occurrence... J'adore le personnage, j'adore le film. Et la fresque. Oui, mais lui, oui, c'est le peintre, la Poujade qui dit ça. Toi, t'es fait pour deux choses, le peintre et les femmes. Donc Marc est fait pour deux choses. C'est lui qui me disait ça, Robert Lapoujade. Bon, 2003. D'accord, hein, mais c'est récent. Donc j'ai travaillé 3 ans sur la... J'ai fait une exposition là-dessus, un catalogue. Et après, j'ai voulu sortir de ça avec les images de guerre. Ouais. J'ai même failli penser à mettre un autre nom. Pour faire un pied de nez aux gens. Tu sais, ici, on te met tout de suite dans une boîte et puis interdiction d'en sortir. Et après, comme ça devenait épouvantable, l'affaire, ça doit être dur, mais la peindre, bon, c'est relatif. Mais quand même, j'en avais marre et je suis parti sur les images du Moyen-Âge. Oui. J'avais besoin du bonheur. Ouais. Voilà. Alors, au Moyen-Âge, nous avons l'amour courtois. Ouais, Est-ce que j'adore tu ça. t'inspires? Ah oui. Ah oui, oui, je trouvais ça beau. Après ma période de guerre, je voulais de l'amour, courtois, les gentils. Je sais pas si on disait à l'époque, c'est encore après. Mais j'avais besoin de cette grâce, cette volupté. Puis à l'époque, je sais pas, il y a le ventre aussi du Moyen-Âge, le ventre gothique, une belle courbe comme ça. Que l'on voit aussi chez les époux Arnolfini, par exemple. Oui. Voilà. À part que moi, je les ai déshabillés. Je les ai fait nus. C'est vrai. Ouais. Et il y a aussi des lapins. Il y a beaucoup de... je sais pas ce que ça veut dire, des lapins. Les lapins. Les lapins, c'est signe de fertilité. Oui, oui, bah. de prolifération. Ah bon, parce que dans les peintures du Moyen-Âge, il y a beaucoup de lapins, donc j'ai reproduit. Voilà. Et puis j'ai fait un grand tableau, je ne sais pas qui c'est, le songe d'Astiage. Je ne sais pas qui était Astiage. Mais il y avait le ventre du Moyen-Âge, la fertilité, les plantes qui reprenaient le signe avec un V ou comme un vase, comme ça. Je trouve ça très très beau. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup libéré, parce que tout à l'heure on parlait, en rigolant, Rubens, Poussin. Là, c'était vraiment
la peinture du Moyen-Âge, c'était bien, parce que la peinture de guerre, ça devenait Philippe de Champagne, quoi, tu vois. Ça devenait janséniste, ça devenait Port-Royal, ça devenait quelque chose de très austère, où j'ai travaillé effectivement les noirs, les marrons et tout ça, les verts. Mais j'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus. Enfin, Oui, c'est plus dans le plaisir, le carpe diem, la dolce vita aussi, enfin, vraiment le plaisir de vivre, quoi, l'élan vital. Alors Marc, en tant que peintre, Ouais. tu as ta recette de peinture ou tes recettes. Dans les deux. Quelles sont tes recettes? Ah, ça c'est Trois, fort, ça. Ouais, mes recettes. J'ai envie de rigoler une fois en disant la chanson de Gilles Vigneault, I went to the market, mon petit panier se balade. Mais ouais, j'ai une recette, ouais. C'est important. Tu vois, je travaille qu'avec des tubes acryliques, mes peintures sur papier. Et j'ai toujours cette bassine. Je travaille avec une bassine. Je sais pas ce que à niveau psychanalytique, ça veut dire la bassine, tout ça. Et je lave mes pinceaux et je prends l'eau dedans. Et des fois, il y a de l'eau sale et il y a de l'eau propre. Je dois la changer plusieurs fois. Et quand je travaille sur de la toile, c'est plus pareil. C'est d'abord je change de médium, c'est l'huile, les tubes. Et je suis plus avec des pinceaux des fois. Je suis avec des couteaux. Et j'aime bien la trace, l'épaisseur. Et mon rêve, ça serait que je vende une quinzaine de peintures et que j'investisse dans du matos, mais même plus des tubes de peinture, la grosse peinture épaisse. Tu sais que Lindström, il allait voir les ingénieurs chimistes parce qu'il lui fallait une peinture énorme, très lourde. J'aimerais ça, une peinture très lourde. Mais pas non plus à la Bram Bogart. Une peinture flamande. Non, oui, mais bon, un peu côté distant français quand même. Non, c'est important d'avoir sa cuisine. Tous les peintres ont leur cuisine. Regarde Lichynski, on en parlait tout à l'heure. Il partait qu'avec un seul pinceau, et il sait dans sa main s'il a le bon pinceau et toujours le même bol. Tu sais? Bon, t'as Debré qui jouerait avec ses gouttières pour palette et puis ses balais. Et puis t'as Lindström. Bon, moi j'ai des bassines. J'ai des tubes acryliques. J'ai des morceaux de carton, tout simplement. J'ai pas le mythe de la palette en bois, là. Et après j'ai besoin d'étaler sur de la bonne toile flamande, tiens, on y revient, de lin, pas de coton. Ah non, pas de coton, du lin. Alors historiquement, il y a une dialectique qui n'oppose pas vraiment les Flamands et les Italiens, mais néanmoins deux conceptions très différentes. Les Flamands percevaient la peinture comme le miroir de la réalité, et les Italiens comme une fenêtre ouverte sur le monde. Toi, quel est ton point de vue? J'allais te répondre les deux. J'arrive pas à me situer. Regarde, je pensais tout à coup à Matisse, il en a fait les fenêtres. C'est le Schneider, c'est celui qui a fait gros lit sur Matisse. Il avait interviewé la fille de Matisse, Marguerite Dutu. Et pourquoi votre père a fait autant de fenêtres? Elle lui a répondu, mais monsieur, c'est parce qu'il y en avait. Mais bon, je t'entends bien, je m'en sors avec une pirouette là. J'aimerais avoir les deux. En fait, tu réconcilies ta partie flamande avec ta partie italienne. Le miroir et la fenêtre. Peut-être, ouais. Man est stretto flanche? Non. D'ailleurs, on pourrait appeler l'émission le miroir et la fenêtre de Marc Sardina. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais. Bon, encore, comme disait Jacques Villon, le frère de l'autre. Ouais. Mais les deux frères se voyaient très, très fort, ils s'aimaient beaucoup. En peinture, c'est les 50 années les plus difficiles, les premières années, les 50 premières années. Pourquoi ça va mieux? Bon, on verra. En tout cas, longue vie à toi, Marc, et à très bientôt. Et merci beaucoup. Merci. C'est gentil que vous êtes un couple assez étonnant. Ah bon? Oui, parce que
vous êtes presque les seuls à Lille à s'occuper un peu des autres. Et je voulais te dire que l'émission, je la dédie à un ami que j'ai perdu, Monsieur Jean-François Boulogne, qui était directeur des CMA et directeur il avait créé son entreprise pour les jeunes, Diabolomante, et il est très vite disparu au bout de 2 mois de maladie, comme ça, à 58 ans. Voilà. Donc je suis dédié.